Bonjour à tous. Merci pour votre présence à l'atelier Utiliser la plateforme numérique du service d'accès aux soins pour les CPTS. L'idée vraiment c'est de pouvoir vous faire des retours d'expérience terrain. Je suis accompagnée de co-animateurs. Donc on a en visio, hop, vous voyez là sur un petit écran. Du coup, docteur Lavru, est-ce que je peux vous laisser vous présenter ? Oui, bonjour, donc Dr Lavru, médecin généraliste à Venette à côté de Compiègne, membre du bureau de la CPTS de Compiègne et référent des soins programmés. Mission SOC. Ok, merci. Vincent, je te laisse. Oui, Vincent Brulin, je suis médecin urgentiste, je suis le coordinateur médical de l'Observatoire régional des urgences et le directeur médical d'INEA. Bonjour, Madame Closianisa Kemar Vanessa, je suis la cadre du SAMU 60, du SAS 60, du Centre d'enseignement des soins d'urgence et du SMUR de Beauvais. Docteur Maigret, je suis médecin généraliste à Beauvais, je suis membre de la CPTS des Beauvaisis. Vous me reconnaissez. Victor Bodiguet, du coup, avec l'ANS sur le projet de la plateforme numérique du SAS. Et Hélène Guilmoitière, collaborateur de Victor, je suis responsable du déploiement de la plateforme numérique du SAS, au sein de l'agence numérique. Il ne faut pas hésiter à parler fort parce qu'on est fini. Voilà, donc ce qu'on vous propose là d'aborder, l'AMS reviendra en quelques mots sur le SAS, sur la plateforme SAS, parce que l'atelier porte vraiment sur la plateforme. Après, on vous propose du coup une table ronde sur les témoignages, puis l'accompagnement du coup qu'on peut proposer aux professionnels pour la prise en main de la plateforme. Et puis si on a un petit peu de temps, on verra pour échanger autour du sujet. Donc, pour commencer, donc les quelques mots d'introduction. Alors, l'ANS a réalisé une vidéo qui nous semblait pertinent en fait de partager là aujourd'hui. Alors, du coup, là, c'est l'ANS qui va revenir sur certains éléments. Moi, j'ai les slides là, ils sont... Du coup, pour vous représenter un petit peu les principes généraux pour l'intégration des CPTS dans la plateforme numérique du SAS, lorsque le régulateur ou SNP il reçoit l'appel du patient, il va aller sur la plateforme numérique du SAS pour chercher un créneau de type CPTS. Soit il va du coup en trouver un, ça peut être un créneau qui provient d'un agenda interfacé, donc éditeur. Dans ce cas-là, il va se rendre dans la solution logicielle éditeur et finaliser la prise de rendez-vous directement au sein de celle-ci pour que l'effection soit ensuite réalisée. Soit c'est un créneau de l'agenda SAS, donc il aura été renseigné directement dans l'agenda de la plateforme. Dans ce cas-là, il aura le numéro de contact de la CPTS qui va s'afficher pour pouvoir prendre rendez-vous par téléphone sur ce créneau qui est affiché. Dans le cas où il ne trouve pas un créneau CPTS dans la plateforme, on va basculer sur le nom en bas et donc dans ce cas-là, sur ce qui est affiché dans les informations dans la plateforme, on voit le contact de l'interlocuteur de la CPTS que le régulateur peut appeler et le coordinateur pourra ensuite regarder au sein de l'ensemble de la CPTS s'il trouve un créneau pour le patient. Et dans ce cas-là, rediriger l'orientation vers le médecin qui aura un créneau disponible. Donc ça, c'est le côté parcours utilisateur régulateur. En termes de modalité de participation, donc pour le médecin libéral, ce qui est renseigné dans la plateforme numérique du SAS, en amont, il va directement aller dans la plateforme et renseigner ses modalités de participation. Donc soit via CPTS, et donc dans le cas où il renseigne via CPTS, il peut participer côté agenda SAS de ce qu'on a dit pour renseigner directement les créneaux dans la plateforme. Dans ce cas-là, il renseigne sa CPTS, le nom, le lieu d'activité qui est associé. Et ensuite, il va déclarer sur l'honneur mettre en visibilité 2 heures de disponibilité par semaine dans cet agenda et renseigner les disponibilités associées. Sinon, il peut également le faire de même, mais côté éditeur, donc déclarer sa participation via CPTS et ensuite déclarer la solution éditeur rendez-vous associée
dans laquelle il renseignera directement ces créneaux CPTS qui seront affichés dans la plateforme du SAS. On a également un rôle de gestionnaire de structure sur laquelle on reviendra un peu en détail, enfin on présentera tout à l'heure. Mais donc le gestionnaire de structure peut visualiser l'ensemble des médecins qui participent via la CPTS qu'il gère dans la liste. Il peut éditer différentes informations directement depuis la plateforme. Non, c'est bon pour cette slide. Pour la slide suivante, du coup, c'est pour montrer un peu plus comment ça se modélise au sein de la plateforme numérique du SAS, dans les résultats de recherche, lorsque le régulateur fait sa recherche côté SAS. Donc aujourd'hui, sur le fonctionnement actuel, il peut visualiser donc, les créneaux pour les médecins qui participent soit à un titre individuel, soit via leur CPTS. La différence pour ces deux cas, ça va juste être au niveau des informations de contact. C'est ce que vous voyez sur le cadre en vert, du coup dans le cas d'une participation pas via CPTS, c'est bien les numéros du médecin libéral qui est affiché. Si le médecin participe via CPTS, c'est les informations de contact de la CPTS qui seront affichées sur la carte. Et avec l'intégration des CPTS dans la plateforme, il y aura également l'offre de soins qui est affichée, qui sera ajustée en fonction de ce mode de participation. Donc pas de changement au niveau d'une participation à titre individuel, mais si le professionnel de santé participe via sa CPTS, on ajoutera dans les créneaux qui sont affichés les créneaux mis en visibilité de la CPTS qui est déclarée dans la plateforme, en plus de ceux qui sont affichés aujourd'hui, qui sont les créneaux donc, de mise en visibilité du grand public, des professionnels de santé et dédiés au SAS. Voilà un peu pour du coup comment ça se présente en termes de recherche dans la plateforme. Donc là, le parcours utilisateur régulateur OSNP, Victor l'a évoqué. Donc on vous a remis la visibilité de la recherche d'un régulateur. Il va forcément, en regard de consultation de médecine générale, mettre l'adresse précise du patient. On a aussi une automatisation avec le logiciel de régulation médicale qui peut, pour le régulateur, faciliter. Il n'a pas recopié l'adresse précise. La recherche se lance et l'affichage de l'offre de soins est agrégé. Donc pour les CPTS, on les a intégrés via le ROR. Pourquoi ce répertoire? Parce que comme ça, on récupère des zones d'intervention. Et donc l'adresse précise du patient va induire une remontée de la CPTS correspondant à son domicile. Donc ça, c'est idéal pour nous. Et donc le ROR est important parce qu'avant, on ne l'avait pas. Donc on remontait de façon exhaustive, mais trop, parce que parfois, ça ne correspondait pas. Donc voilà, l'idée, c'est toujours favoriser ces parcours de soins. Et donc, il y a des disponibilités, donc c'est ce que vous voyez. En bleu turquoise, c'est les disponibilités du jour. Ce que disait Victor, j'ai ma vue du médecin avec son adresse de cabinet qui fait partie de la CPTS. Et donc forcément, il y a une orientation du patient vers le cabinet de ce médecin qui participe via la CPTS. Mais on a cette information avec le bandeau au-dessus que ce médecin participe via la CPTS. Selon si la CPTS est organisée avec une secrétaire et une coordinatrice, l'idée c'est qu'on réponde toujours aux différentes organisations mises en œuvre. Pourquoi? Parce que les CPTS, on a co-construit la plateforme avec les CPTS qui se construisaient elles-mêmes. Donc l'idée, s'il y a des numéros de secrétariat qui sont intéressants à mettre, des informations spécifiques, complémentaires, etc., la coordinatrice de la CPTS, le gestionnaire de structure, on le verra après, peut les préciser. Et donc on a ce visuel pour les régulateurs en haut. Et ça permet, s'il n'y a plus de créneaux disponibles, de faire remonter ce qu'on appelle les créneaux en sus des disponibilités, une coordonnée qui n'est pas forcément le secrétaire du médecin, mais peut-être la secrétaire de la CPTS. Mais c'est ce qu'on dit. S'il n'y a pas de secrétaire, s'il n'y a pas de coordinatrice, ce numéro de téléphone ne s'affiche pas et c'est le secrétariat du PS qui est appelé. Donc voilà, c'est vraiment pour répondre à l'organisation en cours et au fur et à mesure que ça se construit, eh bien, on ajoute les différents briques qui correspondent à cette organisation. Donc voilà pour ces précisions sur la plateforme. Et on a créé le rôle de gestionnaire de structure, parce que forcément, les coordinateurs, les présidents de CPTS, ils ont besoin d'avoir la liste de leurs médecins, professionnels de santé aussi à terme, parce qu'on dit médecins pour l'instant, mais il va y avoir les sages-femmes, les infirmières, etc., qui participent au SAS via la CPTS.
ce petit encart informations complémentaires qui sont des informations qui sont visibles que de la régulation, qui sont à transmettre à la régulation pour des modalités d'appel, des modalités d'organisation spécifiques. Donc c'est important pour le régulateur au sein du SAS de connaître les organisations spécifiques. Et la coordinatrice, elle peut, en affichant les détails, aller voir l'agenda du professionnel de santé. Il y a certaines coordinatrices qui vont gérer cet agenda, soit dans un outil, c'est peut-être dans les éditeurs, tous les éditeurs qui équipent les CPTS actuellement, soit c'est directement dans l'agenda SAS. L'idée, c'est qu'on permette à chaque organisation de répondre à ses besoins. Donc, ça peut être une visibilité juste à titre d'information ou à titre de gestion des différents rendez-vous. Donc, voilà. Ce qui est intéressant à voir sur ces indicateurs, on arrive maintenant à avoir tous les professionnels de santé qui participent au SAS et on voit que pour les médecins participants au SAS via CPTS au sein des Hauts-de-France, c'est quand même un quart. Donc c'est pas une paille. Donc bien sûr, c'est vraiment les organisations qui se mettent en œuvre qui font que les médecins trouvent leur organisation. Ce qui nous est demandé maintenant, c'est que les médecins aient la possibilité et de participer à titre individuel et aussi via sa CPTS, voire sa MSP. La plurisélection pour l'instant n'est pas possible, mais on est en train de faire évoluer l'outil. Donc voilà, donc c'était juste pour avoir ces petites ordres d'idées sur ces organisations et 48 CPTS qui participent au SAS, donc forcément via leur professionnel. Merci. Donc là, on vous propose les retours d'expérience des professionnels donc sur l'usage de la plateforme SAS. Voilà, donc là, on a la présentation des professionnels. Et du coup, je passe la main donc, à Vincent pour animer cette table ronde. Je remets le docteur Lavru en grand écran, comme ça, on vous voit bien. Je vous enlève le partage d'écran parce qu'il n'est plus nécessaire. On ne vous voit pas l'écran par contre. Attendez. On ne vous voit pas. Voilà, c'est bon. On vous voit. Bon, d'abord, merci pour cette présentation. Hein. C'était parfaitement imagé et limpide. Donc, on a quelques questions que je vais poser au docteur Maigret et Lavru, et puis à Vanessa et Marc et cadre de santé à Beauvais. Donc, les premières questions s'adressent peut-être plus à Vanessa, parce que selon vous, quels étaient les principaux objectifs et les améliorations que vous avez constatées grâce à cet outil ? Alors, la plateforme SAS a aidé énormément les opérateurs de soins sur la prise de rendez-vous pour que ce soit, on va dire, beaucoup plus fluide et rapide. Ça nous permet d'avoir un annuaire national, on peut aussi, mais en tout cas sur notre région, des médecins qui sont disponibles sur un instant T lors des demandes de consultation validées par un médecin généraliste au sein du SAS. Ça permet aussi de rester neutre sur la distribution des prises de rendez-vous au niveau des différents médecins disponibles qui sont inscrits au SAS et d'identifier aussi des médecins qui sont plus proches du domicile du patient. On a, grâce à cette carte qui est à disposition, la possibilité d'orienter un patient en tout cas de lui proposer un rendez-vous sur un lieu, un centre d'une CPTS ou même des fois un cabinet de ville le plus proche de son domicile. Et ça facilite énormément les choses. Okay. Bon, on a bien compris que le SAS s'adaptait beaucoup à l'organisation territoriale existante et qu'il y avait de nombreux interfaçages avec les logiciels qui sont utilisés par les médecins. Mais comment vous faites pour des médecins qui sont installés dans votre territoire de soins et qui n'ont pas de logiciel interfacé avec cette plateforme ? Alors, c'est vrai que l'interface, c'est indispensable et c'est un gain de temps. Ceux qui ne sont pas interfacés, il y a possibilité sur la plateforme, ils notent un message avec un numéro de téléphone ou les joindre. Le plus souvent, c'est par téléphone ou par d'autres logiciels de prise de rendez-vous qui ne sont pas pour l'instant encore interfacés, mais qui seront peut-être, en tout cas on a vu l'évolution, nous en 2023, quand le SAS du 60 s'est ouvert, on avait quelques logiciels de rendez-vous qui étaient interfacés, plus ça va, plus on en a, on espère qu'il y ait une évolution sur ça. En tout cas, je prends un peu d'avance sur nos objectifs à venir, mais on aimerait bien qu'il y en ait de plus en plus.
Ok, merci. J'ai des questions un peu plus ouvertes qui peuvent aussi s'adresser donc, aux médecins des CPTS, qui concernent plus la conduite du changement, puisque dans l'installation d'un outil numérique, c'est finalement ça qui est le plus compliqué à mettre en place. Mais comment vous avez communiqué sur l'usage de cette plateforme auprès des médecins des CPTS, des SAS, des OSNP, ou comment vous envisagez de procéder encore pour les nouvelles CPTS qui vont s'ouvrir? Alors, moi, je vais parler plus de notre pratique sur les opérateurs de soins. Ils sont arrivés, la plateforme était déjà là. Donc, en gros, la formation s'est faite par l'intermédiaire, justement, de vous, d'autres participants, de visio, où on a travaillé ensemble sur une semaine de formation. Enfin, ils ont eu 2 semaines de formation, les opérateurs de soins, lors de leur mise en place, et sur l'utilisation de cette plateforme-là. Donc ça s'est fait, c'est une plateforme qui est très intuitive, très simple d'utilisation, ce qui fait que ça permet en tout cas de gagner du temps. Après, sur la partie médicale... Moi qui n'ai pas de logiciel interopérable, justement, donc moi je suis inscrite, j'ai mis mes créneaux directement sur la plateforme du SAS, c'est vraiment pas compliqué. Par contre, effectivement, ils sont obligés de m'appeler, d'appeler le secrétariat. Donc j'entends que de leur côté, c'est sûrement une perte de temps, mais après ça fonctionne. Moi je reçois des patients, donc a priori c'est que ça marche quand même. J'ai un vrai secrétariat sur place, donc c'est pas non plus une plateforme, donc c'est peut-être plus simple aussi. Voilà. Et on est en retard pour l'instant au niveau de notre CPTS parce qu'il y a quand même le choix du logiciel organisationnel de la CPTS qui nécessite d'avoir ça en prérequis avant de mettre en place des agendas partagés et de pouvoir trouver une solution qui convient à tout le monde. Pour l'instant, voilà. Et on ne souhaitait pas faire de régulation téléphonique, une espèce de double régulation par la coordinatrice de la CPTS. Donc soit on trouve une solution où il y a des créneaux qui sont disponibles et visibles directement, soit de toute façon ça passera pas par on appelle et puis elle doit rappeler ou c'est trop compliqué. D'accord. Docteur Lavroux, peut-être sur votre conduite du changement depuis l'utilisation de cette plateforme, vous avez un retour d'expérience? Nous, la plateforme est utilisée essentiellement. Déjà pour vous présenter un peu la photo, je suis référent des soins non programmés, mais je suis non participant au système SAS pour des raisons politiques, rien à voir avec la plateforme. Et de ce fait, il a fallu que j'interroge mes petits camarades pour savoir ce qu'ils en pensaient de la plateforme. Donc quand la plateforme est arrivée, bon déjà quand le SAS est arrivé, avant que la plateforme soit mise en route, nous on faisait un planning à la main que l'on fournissait à l'époque au SAS. Et nous avons fait la promotion de l'application SAS et nous avions à l'époque un logiciel métier qui était Medavis pour interfacer. Ça a été une source de très gros problèmes. L'interfaçage n'était pas du tout de bonne qualité, il y avait des retards d'information qui étaient incorrects. Bref, c'était vraiment une prise de tête sans fin. Nous ne sommes plus avec Medavis maintenant, nous avons changé de logiciel et nous n'avons pas refait d'essai. Donc la plupart des gens et des praticiens qui prennent des soins programmés via le SAS sont invités à passer par l'application SAS. Alors, comme je n'avais pas vraiment d'expérience personnelle, nous avons fait une enquête auprès de nos adhérents. Pour donner également un petit peu l'image, nous avons actuellement 63 médecins généralistes qui sont adhérents sur 118 sur le territoire, donc un bon 50%, et nous avons un taux de réponse de 28%. Parmi ces donc 18 personnes qui ont répondu. Sur ces 18 personnes, il y en a 4 que je spécialise, il y en a 12 qui font encore du SAS, et il y en a 4 qui ont arrêté, dont je fais partie, et il n'y en a qu'un seul qui utilise actuellement l'application SAS. Tous préfèrent. Alors, donc il n'y a pas vraiment de critique de l'application SAS en soi. Les praticiens du secteur préfèrent un accès direct par téléphone avec les régulateurs. Voilà, donc pour le coup, on n'a pas beaucoup de recul sur l'application SAS, même si elle existe depuis un certain temps, car peu de personnes l'utilisent. Que ce soit, même d'ailleurs à l'époque où nous avions Medavis, il n'y a que 2 personnes qui l'ont utilisé Medavis, donc c'est très très peu, parce que ça marchait très mal. Et donc les confrères qui ont répondu, en tout cas une fois plus, 28% de personnes qui répondent sur le secteur, sur les adhérents, c'est pas beaucoup, donc ça ne peut pas faire une vraie enquête statistique, mais on a très peu de personnes qui utilisent l'application SAS, qui préfèrent vraiment le rapport direct. Et d'ailleurs, Madame Hénard, je vous pose la question, je crois qu'il continue de vous envoyer d'ailleurs les plannings en papier encore. Moi, on va dire que je suis un peu contre les plannings papier. Je sais que les opérateurs de soins le font et acceptent pour que ça fonctionne
avec votre CPTS, mais c'est vrai que quand on a la possibilité, en tout cas, en fait, on a un outil qui, même si en effet vous n'êtes pas interfacé, on peut vous appeler. Et à la rigueur, même si les créneaux de rendez-vous sont renseignés sur cette plateforme-là, nous, ça nous fait gagner du temps. C'est-à-dire qu'on a des classeurs, on a tellement de classeurs qu'au final, quand on a un nouvel agent qui arrive pour travailler, alors celles qui ont commencé dès le début, ça va, mais celles qui arrivent se disent, mais dans quel classeur je dois chercher? Donc, si je devais en tout cas aller dans une évolution, j'aimerais bien juste les créneaux soient inscrits et on continuera, c'est promis, à vous appeler et à ne pas utiliser d'autres plateformes. Et on ne vous demandera pas de le faire si vous ne voulez pas, mais par contre, en effet, juste renseigner sur la plateforme ça nous fait gagner du temps. En tout cas, nous, en régulation, on va dire que quand on est sur une activité qui est correcte, mais en grosse période comme on a eu sur novembre, décembre, janvier, c'est très compliqué. Ouais, j'entends bien. Ouais. Alors, parmi les reproches qui ont été faits, il y en a un qui a un problème technique, par exemple, c'est qu'il est multisite. Et de ce fait, il ne peut pas utiliser l'application qui maintenant ne faisait qu'un seul site à l'époque, maintenant 2, mais lui il a 3 sites, donc fatalement il ne peut pas utiliser l'application ça, c'est à cause de ça. Il y en a un autre qui n'a pas réussi à valider ses créneaux. Voilà, on n'en sait pas plus. Et enfin, bon, on en connaît quelques-uns autour de nous qui sont réfractaires à toute l'utilisation d'application. Voilà, oui. On est là. Nous avons fait quand même à plusieurs reprises la promotion du SaaS et des plateformes, mais avouez avec un succès quand même réduit, puisque sur 18 personnes qui répondent, une seule personne utilise encore l'application SaaS. Alors bien sûr, il y a certainement encore des confrères de notre territoire qui utilisent la plateforme et qui ne nous ont pas répondu, malheureusement. C'est le souci de notre enquête, qui n'est peut-être pas le vrai reflet de ce qui se passe dans notre département et sur notre territoire. Mais c'est vrai qu'une personne qui utilise la plateforme, une seule actuellement, c'est ce qu'on a sur... Alors, j'ai travaillé pour vous aujourd'hui, puisque j'étais au stand justement du RPS des médecins libéraux. Bravo. Et pour justement comprendre ces problématiques d'enregistrement de créneaux et même d'enregistrement sur la plateforme SaaS. Et en effet, il m'expliquait qu'il faut se retourner auprès d'eux. Il faut que, en fait, les médecins qui n'arrivent pas, en tout cas, c'est un problème certainement d'enregistrement ou de réglage sur la plateforme qui peut être réglé très rapidement, mais il faut se retourner au niveau du RPS des médecins libéraux sans problème, et normalement, ils vous trouveront une solution. Parce que voilà, pour rentrer juste sans utiliser l'application, mais juste rentrer ses créneaux, franchement, c'est simple. C'est pas très compliqué, c'est reproductible, on dit juste quand on n'est pas là, mais voilà, on les met une fois, et moi, j'y suis pas retournée depuis enfin, je sais pas, ça fait plus d'1 an, une fois que c'est rentré, voilà. Hein. Et de ce fait, bon, moi j'ai bien entendu les irritants techniques. En termes de perspective, les attendus sur la plateforme, je pense qu'on a compris qu'il fallait de la fluidité, de la souplesse. Pour l'accompagnement qu'on pourrait apporter aux praticiens sur le terrain, aux ESNP, aux SAMU, à la fois en termes de grade, ou peut-être même le RU, de quelle manière on pourrait vous accompagner, ou quelle serait la manière que la mayonnaise prenne un peu plus? La bonne question, c'est déjà de capter leur attention. C'est déjà assez compliqué. Entre ceux qui ne répondent pas aux mails, ceux qui ne répondent pas aux formations, ceux qui ne se branchent pas sur les liens que nous faisons, je dirais que nous commençons un petit peu à manquer d'idées. Alors, si vous en avez d'autres pour les faire venir, je suis partant. Vous êtes en train de dire que ce n'est pas des leviers numériques, en tout cas ni organisationnels, c'est peut-être des leviers qui dépendent plus de la caisse primaire que des organisations logistiques. Je pense que si tout le monde s'y met, on finira par capter beaucoup de personnes. Après, sur les perspectives à venir, c'est vrai que nous, on s'interrogeait, on a des fois des appels. Je ne sais pas si plus tard, on pourra avoir en tout cas cette évolution-là. On a des fois des médecins qui nous disent « Bah oui, vous nous aviez bloqué un créneau, le patient n'est pas venu ». Est-ce qu'à un moment donné, on pourra avoir justement ces remontées de consultations qui ont réellement été faites, et puis avoir peut-être aussi cette information-là sur le pourcentage des gens qui finalement sont allés en consultation et ont fini, quoi qu'il arrive, aux urgences, qui ont été réorientés par les urgences, par le médecin. On s'interrogeait si ça pouvait éventuellement aller dans cette évolution-là. Alors, première question sur le flux retour du rendez-vous honoré, annulé ou modifié. On l'a pour 23 éditeurs sur 24.
Donc ça, on peut vous le transmettre via les indicateurs de la plateforme et comme ça, vous aurez votre visualisation. Donc ça, c'est intéressant parce que comme ça, vous savez. Le patient, il y en a qui les rappellent pourquoi vous n'y êtes pas allé. Il y en a qui annulent et qui appellent le médecin avant en disant mon médecin traitant m'a rappelé. Donc voilà, il y a une explication. Quand c'est vraiment pas excusé, c'est hyper important de le tracer. Et pour la deuxième chose, vous m'avez dit... sur les réorientations vers les urgences. Avec l'ORU, il faut absolument qu'on travaille avec chaque observatoire des urgences entre nos différents patients qui sont orientés vers un médecin généraliste, une sage-femme, un kiné, etc. et qui sont orientés par les urgences. On n'avait pas assez de recul jusqu'à maintenant. Là, sur les Hauts-de-France, on a un recul qui peut être super intéressant à travailler. C'est pas un problème. Comment ? C'est pas un problème. Non, c'est du temps. Donc du temps pour vous. Oui. De régulation. Non. Mais les urgentistes, c'est aussi du temps pour le patient de gagner, parce que quand il va arriver aux urgences avec une aide circonstanciée, ça va être différent. Donc pour moi, c'est pas un problème. Non, mais l'objectif, en fait, nous, c'était surtout savoir, au niveau de la régulation, est-ce que justement, nous, la problématique des fois, c'est entre ce que le patient dit et ce qu'on constate. Ah oui. Qui est des fois... Et ça, c'est le but de la régulation. Voilà. La différence entre le patient qui est aux urgences et... Je prends ma casquette urgentiste. Le patient qui est aux urgences et le patient qui est au téléphone, c'est que celui qui est au téléphone, on peut encore l'orienter. Oui, c'est ça. Une fois qu'il est dans les urgences, il est à l'hôpital. Et là, pour l'orienter ou le réorienter, c'est un peu différent. Si un médecin a vu un patient et l'oriente vers les urgences, c'est qu'il va aller aux urgences. Alors, je ne vais pas dire que c'est une erreur du SAS, mais en tout cas, s'il y arrive vivant, c'est qu'a priori, il reste dans un parcours qui est cohérent quand même. Et il y a une lettre, effectivement, qui va qualifier un peu plus le pourquoi il est là, quoi. Donc, ça ne choquera personne, ni en ville, ni à l'hôpital, je pense. Et avant de redonner bien la parole à la salle pour qu'on puisse échanger, j'ai une dernière question peut-être pour l'ANS et puis après on va pouvoir échanger ensemble. C'est pour vous quels indicateurs seraient pertinents justement pour voir la répercussion et l'efficacité du SAS ? C'est la codification aux urgences. Ça, je pense qu'il faut qu'on le travaille parce qu'on l'avait fait sur un territoire et les internes codaient facilement au niveau AMU plus qu'une consultation aux urgences. Donc, on n'arrivait pas à évaluer. Donc ça, c'est hyper intéressant qu'on travaille en amont avec les urgences. Comme ça, on voit les codifications qui sont effectives et par rapport au tri-AO et au niveau de prise en charge. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, eh bien, c'est assez simple d'avoir les chiffres et de travailler ensemble. Par contre, c'est du temps qu'il faut. Le problème, c'est les lapins. Si les médecins arrêtent, c'est à cause des lapins. C'est comme ça. J'en ai eu un. Oui, moi je n'ai pas beaucoup non plus, puis je m'en fous parce que c'est du plus au plus. Donc... Alors, toujours pour répondre au rendez-vous pris, dans les dernières statistiques, on a 50% des créneaux de notre secteur sur, bien sûr, les adhérents qui ont répondu à notre questionnaire, 50% à peu près des réseaux, des créneaux qui sont pris, en sachant que plus on s'écarte de la ville de Compiègne, moins les créneaux sont pris. En fin de compte, les Compiègnois voient leurs créneaux SAS pris très rapidement. Par contre, dès qu'on est en périphérie, ça devient plus compliqué. En ce qui concerne les lapins, on a eu entre 10 et 20% de lapins à l'heure actuelle. Mais là aussi, quand on faisait des statistiques beaucoup plus serrées, quand on avait vraiment la CPTS de Compiègne, plus le regard sur ce qui se passe au niveau des soins non programmés, on avait sur la périphérie largement 50% de lapins ou de rendez-vous annulés. Ouais, c'est assez énorme. Et à titre personnel, pourtant je suis très proche de Compiègne, j'avais entre 40% de mes créneaux qui étaient pris et j'avais un petit 50% d'annulation ou de non honorés. Donc ça montait très vite. C'est plus le cas actuellement parmi les gens qui ont répondu. En tout cas, on est plutôt à 10% de lapins, selon les questionnaires, entre 10 et 20% de lapins à l'heure actuelle. D'accord. Moi, je prends les numéros de téléphone, on les rappelle. Oui. Bon, il y en a qui ont préféré aller au McDo plutôt que de venir me voir, mais... bon, comme ça, la dernière fois, c'était ça. Le lapin, c'était ça. Mais, je les rappelle. Bon, sur Compiègne, on a aussi maintenant, depuis l'arrivée du SAS, on a UMO qui est arrivé, urgence médecinoise qui prend beaucoup de soins non programmés. Donc de ce fait, il y a peut-être moins de demandes sur notre secteur également. On va ouvrir les questions à la salle, puis on peut échanger. Sinon, j'en ai plein d'autres.
Allez-y, madame. Moi j'avais une question, enfin, si j'ai bien compris, les communes de rattachement des CPTS sont remontées via le ROR. Et vous indiquiez aussi que le rendez-vous pris était chez le médecin le plus proche du domicile du patient. Est-ce que du coup on se limite toujours à la commune de rattachement de la CPTS ou est-ce que parfois on envoie le patient chez un médecin qui n'est pas rattaché à la CPTS? Non, si c'est pas dans notre territoire. En fait, tout Nous, à dépend Beaubeuf, de ce que le patient... on a quand même beaucoup, en tout cas nous dans l'Oise, des gens qui sont soit non véhiculés, soit avec une difficulté à se mobiliser. Donc tout dépend en fait de la conversation et de l'échange qu'il va y avoir avec le patient. Il y en a qui ne voient aucun problème de se déplacer sur les CPTS et d'autres qui vont dire bah, moi j'ai mon médecin, vous n'avez pas mon médecin, il est à 5 minutes à pied. Je n'ai pas de moyens de transport, je dépends des bus, enfin, voilà. Et à contrario, vous avez des CPTS qui refusent si le patient n'est pas sur la commune de rattachement de sa CPTS. Moi, je refuse. D'accord, ok, ça marche. Merci. Mais nous, on rappelle toujours le médecin traitant, j'en ai pas entendu parler. Bah, j'allais y venir. Le médecin traitant, c'est fait, les premières questions qui sont abordées justement par les opérateurs de soins quand elles prennent les informations, c'est déjà savoir est-ce que le patient a contacté son médecin traitant. S'il dit oui, je l'ai contacté, mais j'ai un rendez-vous à 18h, c'est trop tard, il passe par une régulation de médecine libérale et le médecin régulateur dit bon bah oui, ça peut attendre 18h et le créneau reste tel qu'il pouvait avoir. La priorité reste quand même le médecin traitant. Et la plateforme interfacée avec le logiciel de régulation médicale, la recherche automatique de l'adresse se fait et la recherche du médecin traitant automatiquement aussi. Donc la première recherche qui s'affiche, c'est là. Et comme ça, si le patient n'a pas appelé son médecin traitant et qu'il y a des créneaux disponibles, il va être réorienté d'emblée. L'idée, c'est toujours de garantir le parcours de soins. Si vous avez les créneaux des médecins traitants. Oui, voilà. Nous, par contre, on est... Oui, excusez-moi, là on parle du médecin traitant, alors moi je n'ai pas d'expérience récente, vous l'avez bien compris, mais c'est nouveau cette orientation par le SASOise, parce que j'ai plein de contre-exemples, hein. J'en ai une liste longue comme le bras, fait pour ça. Alors, on ne pose pas la question au médecin traitant, si la personne a fait le médecin traitant, on n'appelle pas le médecin traitant. J'ai même vu ma collègue voir un SFP d'un de mes patients, alors qu'il ne m'a pas cherché à me joindre, on n'a pas cherché à me joindre, j'avais des créneaux pour le voir dans les mêmes délais. C'est pourquoi je trouve ça un petit peu étrange. Nous, on n'appelle pas le médecin traitant à la place du patient, mais la question est posée au patient, est-ce que vous avez contacté votre médecin traitant? Si le patient dit non, on lui demande, bon bah alors vous passerez en médecine libérale et on va voir, vous verrez après votre médecin traitant. On demande quoi qu'il arrive le nom du médecin traitant. Si vous êtes interfacé avec vos créneaux, si on les voit justement sur le SAS, on propose. Après, s'il dit oui, je les ai appelés, on le croit, je vais dire sur parole. Oui, je l'ai appelé et il n'y a pas de place. Alors des fois, le pas de place, c'est juste que le créneau ne l'arrange pas. L'heure, le moment, enfin il y a plein de raisons, hein. Donc on leur dit bah, vous avez un créneau qui vous est proposé, gardez-le pour l'instant et on va évaluer avec le médecin est-ce que ça peut attendre cette heure-là ou est-ce qu'il y a une orientation par exemple sur les urgences. Mais s'il a un rendez-vous avec son médecin généraliste pour ce même problème, il garde ce créneau-là. Moi je considère que c'est notre boulot de CPTS. Donc certains médecins ne répondent plus au téléphone à partir d'une certaine heure. Nous, on rappelle les médecins traitants systématiquement et notre statistique reste idem. 70% des patients sont pris par leur médecin traitant. Alors comme maintenant c'est régulé par le SAS obligatoirement, le SAS, donc, on dit au patient qui nous appelle, puisqu'on a un numéro, il nous appelle, on lui dit d'appeler le SAS. Le SAS nous renvoie l'appel, nous renvoie le patient, une fois qu'il a jugé, puisque la régulation est DS dans ce modèle. Et là, on appelle le médecin traitant. Dans 70% des cas, s'il est présent, il prend. Et il nous reste les médecins qui sont chez nous d'astreinte, qui prennent les autres patients. Pour garder un peu le prisme du médecin traitant, parce que c'est quand même fondamental, est-ce que la plateforme permet, pour un patient qui a été vu dans le cadre du SAS par un autre médecin, de faire un courrier ou au moins un message de liaison avec son médecin traitant? Parce qu'on sait bien que les patients qui sont vus, quand on voit arriver un patient comme ça, qui souvent est multipathologique, ça prend un temps fou pour comprendre déjà où on en est de son parcours, d'analyser toutes ces pathologies. Et ce sont des consultations qui prennent plus de temps que les autres, parce qu'on entend toujours, oui,
La permanence de soins, finalement, c'est des rhumes et des bronchites. Ben non, souvent, c'est des diabétiques avec des cardiopathies dilatées complexes et ça prend 10 minutes d'analyser le dossier avant de faire un acte sur un patient qu'on ne connaît pas. Donc, est-ce que le médecin qui voit ce patient dans le cadre du SAS a la possibilité, au moins, même si c'est court, d'envoyer un compte-rendu au médecin traitant? Normalement, c'est intégré dans le SNP, les 15 € du SNP. Est-ce que c'est fait pour les enfants? On voit beaucoup d'enfants, mais dans le carnet de santé, bon, voilà. Voilà, je le fais. Voilà, après, si c'est parce que j'ai enlevé un truc dans l'oreille, je ne vais pas faire un courrier. Oui, bien sûr. Mais si c'est un truc important, notre logiciel fait ça très bien. Donc c'est intégré sur vos logiciels et la liaison se fait. La consultation est intégrée. Ça, c'est personne dépendante. Après, moi, j'avais une crainte quand même, parce qu'au début, je m'étais dit, vu le contexte autour de Beauvais de pénurie, là, quand même de plus en plus importante, au niveau médical, j'avais peur aussi qu'on me réoriente des gens qui étaient sans médecin pour du renouvellement ou pour trouver un nouveau médecin ou des choses comme ça. Et finalement, c'est pas le cas. Quasiment tous, ils ont déjà un médecin. Bah nous, ça fait partie. Alors c'est. Moi, si je vois un patient qui n'a pas de médecin, et quel qu'il soit, la plupart du temps, je le signe. C'est possible. C'est pas possible. Signer n'est pas soigné. Oui, mais bon, après, ça engage quand même un minimum. Donc après... Moi, ça ne m'engage à rien. Je ne peux pas travailler 24 heures sur 24. Non. Ça ne m'engage à rien. Ils veulent des signatures, ils ont des signatures. Ils veulent que ce soit régulé, c'est régulé. Ils veulent des signatures, ils ont des signatures. Après, c'est utile pour le patient. Ça peut l'être. Après, si je suis plein, il va vers le SAS. Voilà. Plus d'état d'âme. Alors, c'est vrai que sur la partie SAS, tout ce qui est renouvellement de médicaments, tout ce qui est renouvellement d'arrêt de travail, on n'oriente pas sur le SAS. Moi, je ne refais pas de renouvellement de médicaments. Ouais. Non. Ça, c'était une crainte que j'avais et qu'il n'y a pas. Non, pas avec la loi pour le renouvellement par les pharmaciens, ils peuvent durer quasiment 6 mois. Donc, on a des demandes, hein, mais on les... C'est pas du SNP. C'est pas du SNP, c'est sûr. Du SNP, c'est l'examen clinique. Tout à fait. Vous avez d'autres questions? Besoin d'éclairage? Nous, on n'a pas, dans la CPTS, on n'a pas le nombre de médecins qui s'inscrivent sur le SAS. Vous vous dites qu'on va le voir, qu'on réussira à le voir à un moment. Nous, notre secrétaire a accès à nos agendas la plupart du temps. Voilà. La plupart du temps, elle rappelle. Hein. Ça peut aller jusqu'à 25 à 30 appels par jour chez nous, actuellement. Donc, ça fonctionne bien. C'est bien pour les patients. Et donc, la deuxième phase qui est très intéressante, c'est la convention qui a été signée avec les régulateurs, avec les urgentistes et les IAO qui deviennent régulateurs. Donc, du coup, là, on est sur une négociation qui va bientôt être finalisée avec les urgences pour le retour des urgences vers la ville. Sur la réorientation, Logibec. Enfin, sur Maubeuge, c'est Logibec qui fait ça. À partir avec Logibec. Et donc, on va essayer de le mettre en place et on verra ce que ça donne. C'est très intéressant. Logibec. On a nos urgentistes, c'est de recevoir nos patients. Logibec, pour éclairer un peu, c'est une IA assistée avec l'IAO qui permet de réorienter les patients qui ne nécessitent pas une consultation ou le plateau technique des urgences vers la ville. Donc c'est fait à l'entrée des urgences, normalement sans intervention médicale, juste avec le contrôle de l'infirmière d'accueil et d'orientation pour réorienter ces patients vers la ville. Donc c'est vrai que Maubeuge est assez précurseur là-dedans, parce que ça va être les premiers, je pense, à le tester. Donc on attendait cette modification réglementaire du SAS, on l'a et on va en profiter. On attend maintenant la modification réglementaire de la CPTS qui pourrait réguler. Tout à fait. Puisque nous on a toujours 2 médecins d'astreinte de régulation et la secrétaire renvoie vers le médecin si elle a un problème X ou Y, qui lui juge de ce qu'il faut faire. C'est quoi le nom de l'outil ? Le logiciel dont on a parlé là, c'est Logibec. Est-ce qu'au niveau des témoignages, c'est bon pour vous? Est-ce que vous aviez des informations que vous souhaitiez partager, supplémentaires? Non, c'est bon pour vous, docteur Lavru? Est-ce que vous avez... Juste une petite statistique qu'on a eu également, pourquoi les gens ne prennent pas l'application SAS. 1 sur 12 ne connaissaient pas, 5 sur 12 n'ont pas eu le temps de s'y intéresser. Voilà. Oui, c'est clair. Le défi actuel, il est d'informer, de communiquer et d'accompagner. On est bien d'accord.
Donc là, quand on entend ces chiffres-là côté médecin, il y a une petite vidéo d'e-learning là qu'on vient de mettre en ligne. Ça pourrait être utile Voilà. qu'on refasse au niveau C'est de notre ça. CPTS, par Exactement. exemple. Une petite... Et un petit rappel. normalement, avec sa Dans le carte. Nord et dans l'Oise. Nous, on n'a pas oui. de permanence des soins, on n'est pas organisé pour les gardes le soir, il n'y a rien, hein, on n'est pas... Vous n'avez pas le même nom d'habitant non plus. Vous êtes où, vous, sur quel... Je suis du Nord, D'accord. donc Maubeuge, mais c'est 2 millions et demi pour la régulière. Mmh. Donc la régule pendant la grippe, c'était 1h40. Ah oui, c'est même monté là, oui. Ça, c'est la vraie réalité. Oui. Et donc là, ils ont dit, tiens, on va peut-être prendre les CPTS comme régulateur. Et d'avoir les IAO qui sont considérés comme des médecins régulateurs, hein, c'est quelque chose qui va être ponctuel, il faut contractualiser de manière ponctuelle, ou c'est quelque chose qui va se généraliser, qui sera... Alors, c'est pas les IAO qui deviennent médecins régulateurs, c'est les IAO qui utilisent un logiciel qui, de ce fait, est un dispositif médical de classe 2B parce qu'il permet de faire une orientation. Donc, c'est très lourd comme certification, sous la responsabilité du médecin des urgences et qui permet de réorienter. Donc, elle ne fait pas le travail d'un médecin, elle utilise un questionnaire et un algorithme qui lui permet de dire, ben là, dans ce cas-là, je peux réorienter le patient vers la ville sans qu'il rentre dans la structure. Ils ont prévu une dizaine par jour chez nous. Oui, je pense que ça va être ça. Donc il faut avoir le logiciel et avoir la certification pour avoir le droit de le faire après, c'est ça? C'est ça, pour les urgences. Donc là, il rentre... Oui, j'entends parce que c'était un problème lorsqu'on avait lancé le début des soins programmés au cabinet. Nous avons fait ça en 2 étapes. On avait fait d'abord un dispensaire, on va dire, de soins non programmés, et à l'époque, c'était sous le ministre Braun, on avait eu le droit d'avoir une régulation qui venait des urgentistes. Et quand on a voulu après pérenniser ce système-là pour que les confrères puissent se coter SNP, on n'avons plus le droit d'avoir de régulation faite par les urgences, quelle qu'elle soit, que ce soit l'IAO, que ce soit le confrère d'ailleurs. Ce qui fait que nous refusions donc de prendre les gens sans qu'ils passent par régulation SAS, Ouais, bien sûr. qui avait posé un embouteillage énorme au début de notre application. Après, en volumétrie, je pense que vaut mieux. Je pense qu'il y a beaucoup plus de patients qui passent par le SAS que de patients qui sont réorientés par les urgences en volume. Je pense qu'on va être sur 25%. Alors, oui, Ça viendra avec le Oui. temps et l'information. En théorie, il nous disait 30 patients par jour, et en pratique, c'est plutôt de l'ordre de 2 à 5. Ouais, d'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci. On parlait justement donc, de l'accompagnement des professionnels. Du coup là on vous a fait une petite slide récapitulative des différents contacts utiles. Donc on parlait par exemple sur les problématiques d'usage de la plateforme SAS, vous parliez tout à l'heure de l'URPS, mais il y a également en fait des contacts qui existent. Donc là en l'occurrence sas@esanté-hdf.fr qui assure du coup la réponse aux problématiques techniques. Donc s'il y a des problématiques de connexion du côté des professionnels, surtout, il ne faut pas hésiter à contacter cette plateforme. On parlait là à l'instant aussi de la sensibilisation des professionnels sur la plateforme. Donc on tente côté grade de toucher les professionnels, de passer l'info. Et en fait c'est vrai que c'est extrêmement compliqué de toucher effectivement les professionnels. On a réalisé des présentations, des vidéos. Donc tout ça, c'est mis à disposition. Il faut qu'on réfléchisse sur la façon de sensibiliser. Et voilà, sur les questions d'organisation des soins non programmés, là, l'URPS peut vous accompagner. Également les territoires de proximité ARS. Et on voulait aussi vous passer un petit message. Alors, attends, je viens. Là, du coup, il y a aussi des plaquettes, il y a des outils qui existent vraiment. Donc, l'URPS qui a réalisé une plaquette, l'ARS qui a son site internet. Il y a les plateformes de formation SAS sur laquelle on a pu, par exemple, trouver la petite vidéo qu'on a diffusée. Il y a des foires aux questions. Il y a également un support qui existe au niveau national. En fait, il y a vraiment tout un tas de supports en fait, qui ont été créés pour accompagner au mieux les professionnels. Alors peut-être qu'il faut qu'on trouve le moyen de mieux les diffuser, mais les supports existent. On voulait juste pour conclure, parce qu'on est en train de se faire mettre dehors, voilà, Vincent, si tu veux dire quelques mots sur oui, alors on a déjà été sollicité par certaines CPTS en création dans le cadre du diagnostic territorial que vous demandent les ARS. En amont de l'organisation d'une CPTS, de connaître un peu la volumétrie des hospitalisations évitables sur un secteur de
de soins, ce qui est forcément fondamental aussi pour s'organiser. Donc le RU peut être sollicité dans ce cadre, sachant qu'on a une bande passante assez limitée, que ça se fait toujours en co-autorisation avec l'ARS, mais sachez qu'on l'a déjà fait, on est capable de le faire, et il suffit juste de nous envoyer les codes postaux et un peu le typage de diagnostic que vous voulez connaître. On l'a fait sur les 7 diagnostics qui peuvent être pris en charge par des personnels de sang, on peut le faire sur d'autres choses. Voilà, donc il y a notre adresse mail qui doit être écrite, je pense. Donc vous n'hésitez pas du coup à contacter le RU, ou alors pour les CPTS qui me connaissent, vous pouvez m'interroger sur le sujet et puis je relayerai à l'équipe, il n'y a aucun problème. Un grand merci. Merci beaucoup. Pas d'autres questions. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup, Dr Lavouille, pour votre présence en visio. Merci, bonne journée. Beaucoup. Au revoir.